Donc on continue avec cette très belle introduction ce matin, apéritive en quelque sorte, puisque on est parti du résultat. Et on va sans doute passer la journée, je crois comprendre, à décortiquer ce qui peut éventuellement amener à de si belles réalisations avec, je le confirme pour un peu avoir fréquenté dans une autre vie la Fédération des maisons d'écrivains à l'échelle nationale, il y a, je dirais presque une majorité de petites maisons modestes, mais petites maisons, mais grands hommes ou grandes femmes derrière. Hein. Et même si c'est vrai, ce matin, l'illustration était généreuse. Donc, on accueille successivement une équipe d'Arras en force, à la fois au sujet de Robespierre et d'autre part sur un projet justement extraordinaire qui a été imaginé par nos collègues à la fois du musée et de la bibliothèque autour d'un nouveau concept au sein de l'abbaye Saint-Va d'Arras. Et puis d'autre part, Aurélie Larvel, qui est responsable du manoir des livres, la maison Michel Butor. Isabelle me glissait à l'oreille que selon la durée de nos travaux, on reporterait éventuellement leur communication en début d'après-midi. Donc, pas d'inquiétude, tout le monde s'exprimera. Laurent, je te passe la parole. Bien, écoutez, bonjour, merci. Quelques mots sur le projet de la maison Robespierre. Alors, projet qui est intéressant puisqu'en fait, on est toujours en phase projet après une première définition de ce que devait devenir la maison Robespierre il y a 30 ans, au moment du bicentenaire de la Révolution française. Et ça va me permettre comme ça de vous montrer un peu la manière dont ce genre de projet peut, quand il est porté politiquement, connaître des ralentissements et parfois connaître des phases d'accélération auxquelles on n'était pas toujours prêt. La maison Robespierre, c'est typiquement une maison qui est une maison modeste, hein, puisqu'on est sur une surface de la maison de 140 mètres carrés, dans lequel on nous demande de parler de Robespierre. Alors Robespierre, un personnage complexe, clivant, qui ne laisse jamais, qui n'est pas sans intérêt, mais qui n'est jamais non plus un personnage sur lequel on peut avoir un avis partagé. C'est des avis toujours très tranchés. Quand on parle de Robespierre, soit on parle de l'homme de la Révolution, de l'avocat des Lumières, d'un des concepteurs de la Déclaration des droits de l'homme, soit on met Robespierre dans la catégorie de cet affreux dictateur qui a porté la terreur et qui est très bien matérialisé dans cette gravure où on voit Robespierre qui, après avoir fait guillotiner toute la France, guillotine le bourreau par lui-même. Voilà, donc un personnage très complexe, personnage encore tout aussi complexe dans sa ville natale, puisque Robespierre naît à Arras en 1758, et ces deux images sont assez révélatrices de la manière dont la ville d'Arras voit le personnage, puisqu'en 1933, quand est inaugurée dans l'hôtel de ville une salle Robespierre avec un buste qui est offert par la Société des études robespierristes à la ville, le même jour, le maire d'Arras se réveille avec une guillotine en face de sa maison érigée et ces tracts qui avaient été diffusés dans la ville. Il y avait eu toute une partie de la ville qui s'était liguée contre la mise en œuvre de ce buste. Donc vous voyez un projet qui se met en place dans un climat serein, tout aussi serein qu'au moment où on commence à reparler de Robespierre à Arras. C'est l'époque où Philippe Roche sort son portrait en réalité, enfin son portrait en 3D d'après le masque mortuaire hypothétique de Robespierre, et on retrouve ces phrases dans les journaux. Lorsque j'ai ouvert les yeux de Robespierre, son regard était glaçant, inquiétant, pas de doute, cet homme faisait peur, et vous aviez des articles dans les journaux qui titraient le visage de la terreur. Donc ça permet de travailler de manière assez sereine sur un projet comme ça quand on est chargé de ce genre de projet. La maison Robespierre, tout compte fait,
vous voyez, c'est une toute petite maison de ville que Robespierre ne va habiter que pendant 2 ans, de 1787 à 1789. On n'a aucune trace aujourd'hui de sa maison natale. On n'a aucune trace non plus des maisons qu'il va occuper dans Arras au moment où il revient comme avocat à partir de 1782. C'est tout compte fait le dernier témoignage de son passage à Arras. C'est une maison qui le loue de 1787 à 1791, puisque Charlotte Robespierre y vivra jusqu'en 1791. Et lorsque Robespierre revient à Arras en 1791, c'est là également qu'il loge. C'est une maison qui va connaître d'autres affectations successives, qui va être impactée en termes de dégâts par la Première Guerre mondiale, et qui sera en fait achetée en 1991 par la ville d'Arras, qui décide d'en faire un centre de ressources sur Robespierre, Arras au XVIIIe siècle et la Révolution française. Le problème, c'est que la maison est en très très mauvais état en 1991, qu'il y a énormément de travaux à la fois de remise en conformité de la maison et puis d'accessibilité de la maison. Vous voyez, c'est une maison avec une porte, 3 marches, qui ne permet pas une accessibilité au public. Donc il y a une étude architecturale qui est portée, qui met en avant un certain nombre de coûts. Et puis en 1995, quand la municipalité change, qu'elle passe d'une municipalité socialiste à une municipalité de centre droit, le projet est abandonné, parce que tout compte fait, Robespierre n'est plus dans les personnages du panthéon de la municipalité. Ce qui fait qu'à partir de 1998, cette maison est donnée aux Compagnons du Tour de France pour en faire un chantier école. Et puis jusqu'en 2017, cette maison était le musée des Compagnons du Tour de France, avec tout juste dans la maison un buste et 2 vitrines qui montraient que cette maison avait été l'illustre occupant. Par rapport à ça, à côté de ça, donc Arras a la particularité d'avoir depuis les années 1989 une association des amis de Robespierre, donc on vous laisse imaginer l'intérêt qu'ils ont pour ce personnage, qui, voyant que cette maison restait tout compte fait un musée du Tour de France, mais des Compagnons du Tour de France, lance une pétition qui va à l'époque regrouper un peu plus de 6000 signatures. Bon, il y a eu une contre-pétition qui a été lancée contre un musée Robespierre à Arras, qui a fait 200 signatures. Donc là, le poids était pas différent. Moi, dans les années 2000-2010, on commence à me demander de regarder. C'est l'époque où la succession Lebas fait sortir un certain nombre d'archives de Robespierre, des discours, des textes de discours, et où Jacques Ralite, sénateur, député à l'époque, lance à la tribune de l'Assemblée nationale qu'il faut absolument que les archives nationales achètent ces manuscrits, ce qui a valu d'ailleurs aux archives nationales que ça leur coûte une fortune, puisque la publicité qui a été faite autour de cette vente fait que des manuscrits de Robespierre pour 500 pages se sont envolés à plus d'1 million d'euros, et donc fasse appel à une souscription nationale à laquelle la ville a participé. C'est cette époque-là également où à la ville on commence à nous demander d'acheter des documents sur Robespierre, donc on commence à acheter un peu de correspondance autour de Robespierre. Et puis, autre projet touristique et patrimonial porté par la ville, qui était la question du centenaire de la Grande Guerre. Le maire d'Arras va en voyage au Canada, en Nouvelle-Zélande et en Australie, et quand il revient, il me dit « Partout où j'ai été, on m'a accueilli comme étant le maire de la ville de Robespierre, donc il faut faire quelque chose pour sauver le soldat Robespierre ». Donc on s'est lancé dans un projet, mais avec la difficulté qui était que la ville ne voulait pas porter, tout compte fait, un parti sur la maison Robespierre. On avait même à un moment envisagé, et c'était tout le travail qu'on avait mené avec l'adjoint au patrimoine, de faire de cette maison une maison plutôt des enfants des illustres d'Arras, puisque Arras a d'autres enfants, certains tout aussi terribles que Robespierre, on peut parler de Vidocq notamment, mais voilà, donc on a tout un parcours dans la ville qui permettent de présenter ces enfants. Et puis le maire a affirmé en 2017 cette volonté que la maison devienne réellement un lieu pour parler de Robespierre, mais avec une commande qui était de dire nous à la ville on ne sait pas porter un discours sur cette maison, et donc création d'un comité scientifique qui se réunit pendant tout le début de l'année 2017. Martine, qui est au fond de la salle, faisait partie de ce groupe de travail et qui rend un rapport au maire
le 6 mai 2017, la date a son importance, on était le jour de l'anniversaire de Robespierre, expliquant au maire ce que devait devenir cette maison. Plusieurs problématiques apparaissent sur cette maison. D'abord des problématiques techniques, cette maison n'est pas faite pour accueillir du grand public. On disait tout à l'heure, il y a une porte d'entrée. Si on veut travailler sur un parti pris relativement important, il faut aller investir l'étage, sauf que l'étage, pour y monter, c'est un vieil escalier du 19e siècle qui laisse passer une seule personne. Et puis, on s'est bien dit au sein du comité scientifique que si on souhaitait que cette maison ait du succès, il fallait au moins pouvoir faire entrer une classe entière dans la maison Robespierre, ce qui n'est aujourd'hui pas possible. Donc, des études architecturales ont montré qu'il serait possible de créer un deuxième accès, de pouvoir avoir un accès à l'étage dans les normes d'accessibilité PMR, c'est-à-dire avec un ascenseur. Tout ça dans les 140 mètres carrés de la maison. Je vous laisse imaginer ce qu'il reste pour le parti pris muséographique. Et donc cette idée de travailler sur Robespierre à toutes les périodes, à la fois le Robespierre arageois, qui est quelque chose qui tout compte fait faisait consensus à la ville d'Arras. On avait tendance depuis plusieurs années à faire des expositions sur Robespierre de sa naissance à 1789 en oubliant clairement de dire ce qu'il faisait, ce qu'il a fait après. Mais en tout cas, voilà, donc cette idée d'une première partie sur le Robespierre arageois, une deuxième partie plutôt Robespierre et la Révolution française, et puis pour ne pas occulter toutes les discussions qui peuvent exister encore aujourd'hui sur le personnage, une troisième partie sur les légendes noires et légendes dorées de Robespierre, et montrer comment, à travers l'histoire, les évolutions de la perception de Robespierre, comment elles ont fluctué au gré des changements politiques, au gré des changements culturels, au gré de la manière dont la Révolution française aussi a été appréhendée par la recherche historique. Aujourd'hui, Robespierre, tel qu'il est perçu par le maire, et c'est ce qui est intéressant d'ailleurs, ça fait assez consensus, puisque la petite vignette que vous avez dans le coin, cette tribune d'Antoine Détourné est un conseiller municipal d'opposition qui va dire au maire, voilà, vous allez pouvoir faire un travail qui fait consensus au sein de la classe politique arageoise, et puis cette idée que tout compte fait, Robespierre est un personnage qui peut devenir une identité touristique de la ville, donc il y a tout un travail qui sera mené dans les prochaines années autour de Robespierre et cette identité touristique. Aujourd'hui, la maison Robespierre, elle est ouverte au public 3 après-midi par semaine par l'Office du tourisme, avec une moyenne de 650 passages par mois toute l'année. Donc c'est quand même, on voit bien qu'il y a une demande récurrente. C'est une maison qui est utilisée pour des animations, quand on a l'occasion d'avoir des tournages, que ce soit pour France 3, pour des chaînes, pour des émissions comme celle de Laurent Deutsch, ou encore des présentations d'ouvrages sur Robespierre. On les fait maintenant à la maison Robespierre. Le projet tel qu'il est aujourd'hui porté, c'est vraiment de développer un parcours. Alors, le PSC, le projet scientifique, il n'est pas encore aujourd'hui complètement finalisé. On sait qu'on travaillera sur les 3 thématiques qui sont Robespierre et Arras, Robespierre et la Révolution française, Robespierre après Robespierre, tout compte fait. Mais comment on va le travailler aujourd'hui, les choses ne sont pas encore posées. Au sein du comité scientifique, il y a eu des propositions de restituer le bureau de Robespierre dans cette maison, avec du mobilier qui n'est pas du mobilier authentique. Donc tous ces débats aujourd'hui ne sont pas tranchés. Aujourd'hui, on va rentrer dans une phase technique qui est celle des architectes, c'est-à-dire comment on met la maison en conformité pour en faire un centre, un établissement recevant du public. Et puis on devrait, à partir de l'année prochaine, missionner 2 commissaires scientifiques qui seront chargés de travailler sur ce parti pris, qui sont 2 universitaires, pour pouvoir porter ce projet de la maison Robespierre. Ce qu'on imagine en tout cas, c'est une présence forte du numérique pour, comme vous le disiez tout à l'heure, pouvoir faire évoluer le propos au gré de la recherche historique qui pourra être menée sur Robespierre, de travailler avec les institutions que sont les archives nationales, les archives de la Bibliothèque nationale de France et autres, sur les collections qui pourront être montrées, mais un projet qui aujourd'hui est en train de se matérialiser. Ce qui est surtout intéressant, c'est de se dire qu'il y a encore 4 ou 5 ans, on était prêt à faire plutôt une maison des enfants, et qu'aujourd'hui le parti pris de faire, alors ce qui ne sera pas un musée, mais l'idée est vraiment de travailler sur un centre d'interprétation, autour de qui était Robespierre, quelle a été son œuvre, et je mets toujours des guillemets à son œuvre parce que
On souhaiterait être vraiment dans la neutralité la plus complète sur ce travail. Est aujourd'hui un parti pris qui est complètement assumé par la ville, ce qui n'était pas le cas il y a encore quelques années. Voilà où on en est du projet qui, logiquement, devrait être mis en œuvre dans les 2 à 3 ans qui viennent.